Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau Speed Condo qui va être dédié aujourd'hui aux caméras de sécurité dans les immeubles en copropriété. Je suis accompagné de ma collègue avocate et associée Marie-Cécile Baudéus. On vous donne cette formation en direct de Grand Prix Joli Cœur. Je suis Ludovic Le Draoulec, moi aussi avocat, et on va donc vous entretenir aujourd'hui sur un sujet brûlant de nos jours en copropriété, les caméras de sécurité. Alors, je te laisse la parole Ouais. pour débuter sur cette introduction. Puis on va y aller freelance cet après-midi sur ce sujet, en fait, qui est excessivement intéressant, qui bouge beaucoup et qui suscite non seulement des réponses qu'on va essayer de vous donner cet après-midi, mais qui suscite aussi beaucoup de questionnements et beaucoup de préoccupations pour l'avenir. On a des projets de loi qui s'en viennent rapidement aussi et qui vont avoir une incidence sur toute cette question de caméras, de sécurité, de renseignement personnel. Effectivement. Alors, comme propos introductif, on peut vous parler d'abord l'emplacement des caméras, parties privatives, parties communes, démêler très rapidement ce sujet-là. En fait, à l'intérieur d'une partie privative, un copropriétaire peut se filmer, hein. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Donc, si pour une raison qui serait curieuse tout de même, il veut installer des caméras à l'intérieur de son appartement, il peut le faire si tant est qu'elle ne filme que son appartement, que sa partie privative. Un copropriétaire chez lui ne peut pas installer de caméras qui ont pour objet de filmer les parties communes à usage restreint ou les parties communes. La seule personne qui est autorisée à installer des caméras de surveillance qui enregistrent, qui filment les parties communes et les parties communes à usage restreint, c'est le syndicat de copropriété. Alors, ça, c'était bien important de le spécifier parce que notre conférence, tout ce qu'on va vous dire, porte vraiment sur les caméras de vidéosurveillance qui sont installées dans les parties communes euh, par le syndicat de copropriété et auquel le syndicat de copropriété a accès. Et peut-être on fera une petite précision en commençant, Ludovic, parce que les copropriétaires ont des imaginations débordantes en copropriété, sur les copropriétaires qui filment de leur véhicule automobile. Exact, on a pu voir ça dans certains cas, des caméras vidéo installées dans les véhicules automobiles. Et lorsque le véhicule automobile du copropriétaire est stationné sur l'espace de stationnement intérieur ou extérieur de la copropriété, qui peut être une partie privative ou une partie commune à usage restreint, eh bien là aussi, ça peut être un vrai problème parce que le copropriétaire se retrouve à enregistrer et filmer des images qu'il n'a pas le droit d'enregistrer puisqu'il filme alors des parties communes qui sont la propriété de tous les copropriétaires et ça soulève des enjeux relatifs à la vie privée qu'on va vous exposer. Alors, comme le disait Ludovic tout à l'heure, seul le syndicat peut permettre ce genre d'installation. Alors, de quelle autorisation s'agit-il? Alors, si on commence par une nouvelle installation, donc le syndicat ne possède pas de système de caméra, de vidéosurveillance et on veut installer ce système, on va parler à ce moment-là d'une autorisation qui va devoir être donnée par l'Assemblée des copropriétaires. C'est un vote selon les dispositions de l'article 1097 du Code civil du Québec. Alors, pour ceux qui sont habitués en copropriété, vous connaissez cet article qui nécessite un vote d'une majorité aux 3/4. Donc, c'est un vote extraordinaire en copropriété pour autoriser cette installation. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une nouvelle installation, il s'agit d'une transformation d'une partie commune. On va installer ce système-là sur des parties communes de la copropriété. Et cette installation nouvelle va également avoir une incidence sur le futur de la copropriété. Alors, il va falloir l'entretenir, ce système, et il va falloir le réparer et ultimement le remplacer. Donc, on va avoir des incidences dans les budgets réguliers
et dans les budgets de fonds de prévoyance. Donc, c'est un vote de l'Assemblée des copropriétaires. Il y a certaines hésitations qu'on peut encore retrouver, à savoir, est-ce que ce serait peut-être un élément de destination? Alors, le fait de rajouter un système de caméra pourrait-il être considéré comme un système, comme une modification à la destination de l'immeuble? Les jugements qui sont sortis à cet effet-là posent la question, mais n'y répondent pas. Alors, nous sommes d'opinion que c'est l'article 1097 qui s'applique, mais il est possible que dans le futur, les tribunaux en décident autrement. Alors, certains cas sont quand même à considérer. Alors, dans beaucoup de copropriétés, l'idée d'installer un système de vidéosurveillance provient souvent parce qu'il y a un problème à régler. Alors, on a des problèmes de vandalisme sur les parties communes, on a des problèmes de vol, hein, on se fait voler les vélos dans le garage et depuis la pandémie, on se fait voler les colis. Alors, le vol de colis semble être un fléau très répandu depuis la dernière année et demie en copropriété, ce qui pousse souvent les syndicats et les copropriétaires eux-mêmes à suggérer l'ajout de ces systèmes-là pour assurer leur sécurité. Alors, la question est de savoir, est-ce que si justement on installe ces systèmes de sécurité des systèmes de surveillance pour des questions de sécurité, est-ce que ça a une incidence sur le fait de demander ou non l'autorisation de l'Assemblée des copropriétaires? La réponse est non, on le verra tout à l'heure, mais l'Assemblée des copropriétaires doit autoriser cette installation. Qu'est-ce qui arrive maintenant si on a déjà une installation existante et qu'on veut la bonifier? Alors, tout va dépendre probablement de la façon dont vous allez vouloir bonifier votre système. Alors, par exemple, vous avez une seule caméra qui va filmer l'entrée de l'immeuble et vous voulez installer une dizaine d'autres caméras qui vont, quant à elles, filmer le garage, la sortie extérieure, les ascenseurs, les corridors, etc. À ce moment-là, on va associer ça à une nouvelle installation. Donc, une fois de plus, on va vous demander de passer par l'autorisation de l'Assemblée des copropriétaires. Par contre, si vous faites modifier un système existant, par exemple, vous avez une caméra dans l'entrée et vous voulez la faire mettre sous un autre angle, un angle plus gros, donc vous n'ajoutez pas vraiment au système existant. Dans ces circonstances-là, le conseil d'administration pourrait seul prendre cette décision de bonifier le système existant. Alors, tout dépend vraiment de quelle façon vous allez bonifier ce système. Alors, quand on parle, Ludovic, de décision de l'Assemblée des copropriétaires, encore faut-il préciser qu'est-ce qu'on va leur demander à cette Assemblée de copropriétaires et on va leur demander deux choses. Je vais parler de l'autorisation, puis je te lancerai la parole pour parler de la réglementation aussi sur laquelle on va les questionner. Alors, les copropriétaires, lorsqu'ils vont autoriser cette installation, bien, il faut qu'ils sachent ce qu'ils autorisent. Donc, on va devoir leur fournir les détails du projet, combien de caméras, où vont-elles être situées, toutes les modalités nécessaires aux contrats qui sont proposés, donc combien ça va coûter, est-ce que les contrats sont déjà donnés, quand est-ce que ces travaux vont débuter. Alors, toutes ces obligations qui existent lorsqu'on questionne l'Assemblée des copropriétaires. Alors, ça va être important aussi de les questionner sur la répartition du coût de ces travaux. Alors, il ne suffit pas de dire à l'Assemblée bonjour copropriétaire, nous allons installer des caméras. Il faut aller un petit peu plus loin dans la décision qui leur est soumise afin qu'ils puissent prendre en toute connaissance de cause la décision ou non d'ajouter ce système au patrimoine collectif. Et ça va prendre aussi après ça une importante réglementation. Exact. Donc là, je prends la balle au bond. Après cette première proposition de résolution que vous allez avoir en assemblée sur les travaux, qui se prend, comme disait Marie-Cécile, à 75%, vous allez également solliciter le vote de l'Assemblée pour l'aspect opérationnel, l'aspect réglementaire. Donc, ça va être une proposition de résolution qui va viser à modifier votre règlement d'immeuble parce qu'il va falloir prévoir tout l'encadrement opérationnel des caméras de vidéosurveillance. Et là, vous avez un nombre assez
incalculable de dispositions et d'aspects que vous allez devoir réglementer et qui concernent le visionnement, l'enregistrement, la conservation, la durée de conservation, l'utilisation, l'information aux copropriétaires. Alors, on va passer à travers tout ça en suivant ce qu'on vous propose d'être les exigences de protection des renseignements personnels qui sont proposés par la Commission d'accès à l'information. C'est effectivement un organisme, la Commission d'accès à l'information, on va le voir, qui a une certaine importance dans le cadre des recours possibles par rapport aux caméras de vidéosurveillance, puisque nous sommes dans une situation où il y a collecte d'informations personnelles, de données personnelles sur des individus avec un enregistrement en continu avec des caméras de vidéosurveillance. Donc, vous trouverez assez facilement sur Internet de la documentation de la part de la Commission de l'accès à l'information. Et il y a notamment une liste d'exigences qui sont proposées et qui vous donnent une assez bonne structure pour envisager le règlement. Alors, le premier point, c'est d'adopter une politique qui concerne la vidéosurveillance et de désigner une personne qui en est responsable. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est repris dans le projet de loi 64, qui va être entré en vigueur très probablement en 2022, sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. C'est de désigner non pas le conseil d'administration comme étant le gardien de l'information, comme étant ceux qui ont accès aux enregistrements, mais de désigner une personne. Alors ça, c'est très important parce que ça illustre l'intimité, la confidentialité qui est requise dans l'approche de ces informations personnelles que sont les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Donc, à chaque année, il va falloir que le conseil d'administration désigne une personne parmi eux ou parmi le gestionnaire de copropriété qui sera la seule et unique personne qui aura accès aux informations quand il s'agit d'aller les consulter. Je suggère que lors de l'Assemblée des copropriétaires, un point soit fait à chaque année pour rappeler qui est cette personne pendant l'année courante. Ensuite, nous allons avoir l'aspect d'informer pas seulement les copropriétaires, mais d'informer les occupants de l'immeuble. Donc, copropriétaires, résidents, locataires, toutes les personnes qui passent par les espaces communs, de la présence des caméras et de la collecte des renseignements personnels qui les concernent. Alors, on parle des panneaux avertisseurs, souriez, vous êtes filmé, ou vous êtes filmé, plus simplement, et qui sont apposés à différents endroits, différents espaces communs dans lesquels il y a des caméras, pour que la personne qui traverse cet espace soit informée qu'il est filmé. Ensuite, il est important que la collectivité comprenne qu'il y a une collecte d'informations qui n'est pas particulièrement sauvegardée, qui va être consultée seulement dans certains cas. Mais il est important aussi de les prévenir, de les aviser de la durée de conservation des enregistrements. En moyenne, une durée raisonnable de 30 jours est recommandée. On a déjà vu des immeubles où les données étaient conservées peut-être 9-12 mois, ça nous paraît quand même un peu long. Mais de cette façon, les occupants savent qu'il y a une fin à la conservation des enregistrements et que s'ils ont été témoins d'un vol d'un de leurs biens, eh bien qu'ils ont un certain délai à l'intérieur duquel ils peuvent demander à ce que les enregistrements soient consultés. Sinon, après, il est trop tard parce qu'ils seront détruits. Un troisième aspect, ça peut être de limiter la portée de la vidéosurveillance. Alors ça, c'est un point qui est intéressant puisque justement, dans une récente décision de la Commission d'accès à l'information dans un immeuble en copropriété, il a été demandé au syndicat de copropriété de réorienter l'axe de la caméra de vidéosurveillance de façon à ce que les copropriétaires ne soient pas entièrement filmés dans l'espace commun, qui était une terrasse extérieure, mais que l'orientation de la caméra soit plus simplement vers la porte d'accès, donc qui permet
de contrôler le va-et-vient vers la terrasse extérieure, mais qui n'est pas un endroit, je vous dirais, de stagnation de personnes. D'ailleurs, les personnes ne vont pas rester là pour profiter des parties communes. Elles vont aller plus loin. La commission d'accès à l'information a demandé à ce que ce soit limité à cet espace de va-et-vient, mais pas à l'espace où il y a une jouissance et un usage de la partie commune en tant que telle. Et ce, afin de limiter l'impact sur la vie privée et l'impact sur les informations à caractère personnel qui seraient dans l'enregistrement, notamment l'identification très claire des personnes qui sont là. Le quatrième point que je vais aborder avant de céder la parole à Marie-Cécile pour le reste de l'encadrement réglementaire, c'est d'assurer la sécurité des images recueillies. Alors là, ça va couvrir beaucoup d'aspects possibles, mais notamment l'accès à la salle d'enregistrement, l'accès à la plateforme de consultation d'enregistrement qui doit se faire avec des mots de passe, avec des accès, qui doit faire en sorte que les informations sont suffisamment verrouillées et seulement accessibles à la fameuse seule et unique personne qui sera désignée par le conseil d'administration comme étant le gardien de l'information. Et vous pouvez également mettre en place des engagements de confidentialité de la part de cette personne-là en fonction de ce qu'elle verra. Il est important aussi de déterminer dans le cadre de votre réglementation avec cette personne désignée là, de cette mission, c'est dans quelles circonstances il va procéder au visionnement. Alors, c'est souvent une source d'incompréhension. Les visionnements qui sont faits par les caméras de surveillance, ce n'est pas un soap quotidien pour les administrateurs ou la personne qui peut s'asseoir tous les matins avec son café et regarder ce qui s'est passé dans l'immeuble la veille. Il va falloir déterminer dans quelles conditions et à quel moment les visionnements vont être faits. Ce que nous vous suggérons pour être conforme aux exigences de la loi et de ne pas enfreindre de façon excessive le droit à la vie privée est de prévoir que le visionnement se fera seulement sur réception d'une plainte ou d'une infraction apportée à la connaissance du syndicat de copropriété. Alors, le syndicat reçoit une plainte ou encore est avisé d'une infraction quelconque et il procédera à ce moment-là au visionnement des moments pertinents qui ont été portés à son attention. C'est important aussi de se rappeler la raison d'être de ces enregistrements, la personne qui est désignée pour être le gardien de ces enregistrements-là, lui, l'objectif est de voir au respect de la réglementation du syndicat de copropriété. Donc, il n'est pas là pour savoir qui rentre et sort de l'immeuble, qui fait le party très tard, qui revient tard, etc. Il est là pour déterminer si oui ou non il y a eu une infraction à la déclaration de copropriété et au règlement d'immeuble et éventuellement s'il doit réagir aux événements qui se sont produits, par exemple en imposant des sanctions, des infractions dans le cadre des règlements de la copropriété. Il va devoir également s'assurer, ce gardien, on va l'appeler, de ne pas transmettre cette information à des personnes qui n'y ont pas droit. Alors, quelles sont ces personnes qui n'y ont pas droit? C'est en fait quasiment tout le monde. Ces enregistrements-là ne peuvent pas être transmis à beaucoup de personnes. Donc, il ne va pas pouvoir transmettre des enregistrements à un conjoint ou une conjointe qui est inquiète de savoir si son doux conjoint est revenu avec quelqu'un d'autre ou a utilisé la piscine avec quelqu'un d'autre. C'est un cas qu'on a déjà vu. Ouais. Alors, ça, ce n'est pas possible non plus. Donc, il va devoir se concentrer sur une demande d'accès d'un enregistrement qui concerne un copropriétaire. Donc, un copropriétaire peut demander à avoir accès aux images qui le concernent, dans lesquelles il se retrouve. Il ne pourra pas cependant exiger d'avoir copie des enregistrements d'un moment donné où il n'est pas présent sur l'image. Par exemple, il suspecte que quelqu'un lui a fait des égratignures sur son véhicule et il demande à avoir accès aux enregistrements.
il ne pourra pas la voir. La police peut-elle avoir accès à ces enregistrements? La réponse est oui, si elle détient un mandat valide pour les requérir du syndicat de copropriété. Alors, le rôle du gardien du syndicat et de la personne qui est mandatée est excessivement important et il ne peut pas être permis à ce gardien de transmettre l'information à tout vent dans le cadre de ses fonctions. Il va devoir aussi y avoir une politique de destruction de ces enregistrements. Alors, Ludovic, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu as parlé des délais de conservation. Il va falloir aussi que les copropriétaires, dans le cadre du règlement, statuent sur comment on procède à une destruction et que la destruction, elle soit efficace. Alors, on ne fait pas juste jeter les enregistrements poubelle. Là, il faut vraiment avoir quelque chose d'efficace. Alors, donc, l'accès, je vous en ai parlé. Donc, ça m'arrive à mon dernier point, qui sont en fait les recours qui pourraient être pris par un copropriétaire ou un groupe de copropriétaires qui estiment que leur droit à la vie privée est lésé par les décisions du syndicat de copropriété en matière de vidéosurveillance. Alors, le copropriétaire pourrait s'adresser soit à la Cour ordinaire, donc la Cour du Québec. Il peut également s'adresser à la Commission d'accès à l'information et en ayant comme motif de dire, écoutez, le syndicat a pris des mesures, mais je trouve que ces mesures sont, sans faire de jeu de mots, démesurées, disproportionnées par rapport à l'atteinte à mon droit à la vie privée qu'est la collecte de mes informations personnelles, puisque la captation vidéo est un renseignement personnel qui est détenu par le syndicat de copropriété. Le débat se fera donc et soit la commission, soit le tribunal décidera si effectivement le syndicat était bien fondé de prendre la décision d'installer ce système, d'installer l'amplitude de ce système, c'est-à-dire pourra vérifier si ce système est peut-être trop étendu, filme trop d'espace et ne devrait pas plutôt être confiné à certains espaces pour assurer une atteinte minimale aux droits des copropriétaires et aux droits à leur vie privée. Bref, je pense qu'on peut conclure, Ludovic, que l'installation de caméras de vidéosurveillance qui est souvent vue par les copropriétaires ou suggérée par les copropriétaires ou les administrateurs comme étant une solution miracle à la sécurité dans un immeuble ou encore à l'arrêt de différentes infractions réglementaires n'est peut-être pas la seule et unique solution à privilégier en copropriété. Effectivement, et l'importance d'avoir une ou des justifications à l'installation et à l'utilisation de caméras de vidéosurveillance, c'est très présent dans les décisions de jurisprudence qu'on voit passer. Il faut vraiment qu'il y ait une justification, soit de sécurité qui serait liée au vandalisme, soit de sécurité qui serait liée à des risques d'incendie ou d'incident. On a vu ça justement dans la décision de la commission d'accès à l'information dont on parle. L'installation des caméras était née aussi du fait qu'il y avait eu des risques d'incendie avec les fameux mégots dans les pots de fleurs. Donc, il doit y avoir présence de ça et pas juste une justification de « nous avons des règlements d'immeubles à faire respecter, ils ne sont pas respectés, alors en ayant des caméras, on va voir qu'ils ne les respectent pas et on va imposer des pénalités ». S'il n'y a pas de plainte systématique sur des non-respects au règlement d'immeuble, le syndicat de copropriété n'est pas dans sa mission non plus d'agir quasiment comme un État policé où on va se mettre, comme disait Marie-Cécile, devant notre ordinateur pour regarder tout l'enregistrement vidéo de la veille et charger des pénalités à tous ceux qui ont fumé à moins de 9 mètres de la porte, qui ont utilisé des verres près de la piscine. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée est vraiment de répondre à des plaintes et des incidents qui sont rapportés par les occupants et qui se justifient par un besoin de sécurité et de conservation de l'immeuble. Tout à fait.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'argument ultime de sécurité ne sera pas dans tous les cas suffisant pour justifier l'installation d'un système et pour justifier non plus l'amplitude du système qui est envisagé par le syndicat de copropriété. Alors voilà, le temps des questions est arrivé. Donc, si vous avez des questions, il y a plusieurs moyens de les poser. Vous pouvez lever la main pour ceux qui sont connectés sur la visioconférence. Vous pouvez aussi poser des questions en écrivant un commentaire, je pense, pour ceux qui sont connectés sur Facebook et possiblement ceux qui sont connectés sur LinkedIn. Alors, Julie est avec nous. Elle va pouvoir nous lire les questions. Alors, j'ai une première question écrite sur le chat qui dit « Les couloirs dans les étages, qui est une partie commune, peut-elle être éclairée comme invasive de la vie privée du copropriétaire ?» Est-ce que tu veux répondre ou tu veux vas-y. que je me lance? Alors, ça, c'est une excellente question et je crois que la réponse est oui. Alors, quand on parle de limiter l'installation d'un système à ce qui est réellement nécessaire, à ce qu'il ne soit pas disproportionné par rapport à l'objectif que recherche le syndicat de copropriété, je crois qu'effectivement, installer des caméras dont l'angle est l'entrée et la sortie des portes des parties privatives dans les couloirs ne remplirait pas, à mon avis, un objectif de sécurité de la part du syndicat de copropriété, puisque vraiment, le fait de filmer la porte d'entrée d'une unité privative, ce que ça va nous dire, c'est qui c'est qui rentre puis qui c'est qui sort, mais on n'aura pas la justification de la sécurité de l'ensemble des résidents de l'immeuble. Alors, je crois qu'effectivement, la réponse à cette question-là est oui. Et à l'inverse, de l'autre côté de la porte de la partie privative, on a maintenant des systèmes de Judas numériques qui ont de multiples fonctions et notamment celle d'enregistrer automatiquement ce qui se passe de l'autre côté de la porte dès que quelqu'un passe devant ou dès que quelqu'un toque ou sonne à la porte. Ça pose définitivement un enjeu aussi de respect de la vie privée parce que, comme je disais au tout début, le copropriétaire se retrouve à filmer la partie commune, donc qui ne lui appartient pas entièrement et qui pose définitivement un enjeu. Alors, je pense que tout ce qui est enregistré à ce sujet-là ne devrait pas être utilisé d'une quelconque façon par un copropriétaire autre que lui-même, parce que ça ne justifie pas, ça ne se justifie pas d'aucune façon quant à son utilisation. Ça passe pas le test. Pas vrai. Alors, la prochaine question, situation particulière. Un copropriétaire pourrait-il mettre une caméra de surveillance à l'intérieur de son automobile pour surveiller son véhicule dans le stationnement intérieur ou extérieur? Entre parenthèses, vandalisme à son véhicule antérieurement. Pourrait-il dans ce cas avoir l'autorisation du CA s'il n'y a pas de caméra du syndicat dans le stationnement? Alors, c'est un peu la question dont on parlait en tout début d'introduction. Alors, la caméra qui se retrouve dans l'auto, son objectif, ce n'est pas de filmer l'auto. Son objectif, c'est de filmer les alentours de l'auto, donc les parties communes, le garage de la copropriété, pour voir si quelqu'un s'en approche et si quelqu'un commet un méfait ou des dommages sur le véhicule. Alors, quand on filme donc l'extérieur du véhicule, on filme des parties communes et la réponse est donc que ce n'est pas possible sans obtenir l'autorisation du syndicat de copropriété. Et quand on parle de syndicat de copropriété, ce n'est pas l'autorisation du conseil, encore une fois, c'est l'autorisation de l'Assemblée des copropriétaires. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à la réponse? Je suis tout à fait d'accord. Alors, prochaine question. Les caméras peuvent-elles être utilisées pour le respect du port du masque dans les lieux communs? Alors, quand on dit que les gens ont beaucoup d'imagination en copropriété, c'en est un bel exemple. C'est ça. Là, c'est un très bon exemple du dérapage complètement incontrôlé.
vers lesquels l'utilisation des caméras peut aller. C'est sûr que si vous vous lancez dans ce genre de possibilités, vous allez voir que vous pouvez vérifier beaucoup de choses qui se passent dans votre immeuble en copropriété. Je pense sincèrement que les caméras de vidéosurveillance sont là pour parer, limiter et éviter la survenance d'infractions d'ordre criminel, d'infractions graves, d'incidents graves, mais qu'elles ne sont pas là pour, comment je dirais ça? Elles ne sont pas là pour apprendre aux gens à vivre ensemble. On ne doit pas aller là. On veut pas aller là, en fait. On veut être dans un environnement, dans une collectivité où la confiance est encore là. Certes, il y a des gens qui ne respectent pas les règlements, mais on ne va pas aller les fliquer avec des caméras de vidéosurveillance. Je veux dire, c'est pas une ville. La partie commune, ça n'est pas un endroit, c'est chez vous, c'est la propriété de tous les copropriétaires. Ça n'est pas un endroit où vous avez une expectative de vous faire surveiller pour vous prendre des pénalités le soir venu par le syndicat de copropriété. D'ailleurs, qui va passer un temps infini à aller visionner l'intégralité des caméras de vidéosurveillance? C'est du temps, c'est de l'argent, je veux dire, de mettre une personne là-dessus. Ça n'a pas de sens et je pense vraiment que ce n'est pas ça l'objectif de la copropriété. Ce n'est pas l'objectif de la copropriété, mais j'aurais peut-être un petit bémol si le syndicat reçoit une plainte formelle C'est sûr, d'infraction comme on l'a dit réglementaire, au début. Ouais. tout comme par exemple le port du masque, si effectivement vous avez adopté des règlements précis en ce sens-là également, et qu'on vous dit, écoutez, j'ai constaté qu'à telle heure, telle journée, il y a eu une infraction, ben oui, la personne gardienne des enregistrements va pouvoir aller vérifier ça et éventuellement soumettre le toit des infractions réglementaires prévues dans les règlements du syndicat. Absolument. Ça fait partie de ce qu'on vous a dit au début. C'est à la suite d'une plainte ou d'un incident. Alors, prochaine question de Suzanne. Est-ce que les images en direct des caméras de surveillance peuvent être disponibles sur les TV ou des applications mobiles à l'ensemble des copropriétaires? Ouais, comme les bébés dans les bassinettes. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Les enregistrements qui sont faits par le système de vidéosurveillance du syndicat, ce n'est pas un moyen de se faire un téléroman ou une télé-réalité en temps continu. Ce n'est pas les objectifs qui sont visés et ce n'est certes pas, ça ne répond pas aux encadrements légaux qui encadrent cette situation-là. Alors, avoir les enregistrements en temps continu, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un certain nombre d'années, dans les immeubles, on avait des sonnettes d'entrée qui permettaient en même temps d'avoir sur une chaîne de la télé, ça va trahir mon âge, vous pouviez voir qui sonnait en fait pour rentrer chez vous si vous vous mettiez à une telle chaîne de télévision et on avait des gens qui étaient assis là-devant à longueur de journée puis qui regardaient, qui prenaient des notes et qui connaissaient toute l'historique de l'immeuble. On n'en est plus là. Ce n'est pas à souhaiter et ce n'est pas à faire non plus. Alors, c'est non pour l'enregistrement continu, c'est non plus pour que tout le monde puisse avoir accès à ces enregistrements-là, c'est clairement défendu. Donc, seule la personne qui a été mandatée pour avoir accès pourra avoir accès aux enregistrements. Mais alors, tu as toujours quand même aujourd'hui les systèmes d'interphone et de visiophone qui sont installés. Et puis ça, c'est un sujet intéressant aussi sur la propriété et la conservation des enregistrements. C'est que vous avez le fameux digicode, ou en tout cas, dans le hall d'entrée, vous avez un panneau qui vous demande de composer le numéro de l'unité que vous venez visiter. Et puis là, ça sonne chez la personne et la personne, chez elle, a son téléphone avec un écran et elle peut donc voir, à ce moment-là, la vidéo se met en fonction dans le hall d'entrée et la personne peut voir
qui est là avant de lui ouvrir. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît ou un livreur ou est-ce que c'est un inconnu et donc elle ne va pas ouvrir? Bah, cet enregistrement qui n'est pas un enregistrement en continu, qui est un enregistrement ponctuel sur demande en réaction à un appel de service, il est en quelque sorte la propriété du copropriétaire, de la personne qui est connectée à l'unité. Mais ce n'est définitivement pas une captation qui peut être enregistrée par le syndicat de copropriété. Parce que là, on est dans le domaine total de la vie privée. Quelqu'un vient visiter un copropriétaire, le syndicat n'a absolument pas à connaître cette information, si évidemment on n'est pas dans un immeuble avec un desk et le concierge, et où il est acquis qu'un copropriétaire qui achète sait que ces allées et venues de tous les gens qui viennent les visiter vont être consignés. Mais ça c'est quelque chose qui est méconnu, parce que les fournisseurs de services qui installent ça ont tendance à permettre l'enregistrement de toutes les allées et venues quelque part qui est accessible au syndicat de copropriété, ce qui n'est pas du tout souhaité et souhaitable. Alors, je vais donner la parole à Carrie M qui a levé la main. Est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est bon. Dans le fond, moi, j'avais pris un peu d'avance et j'ai rédigé une politique par rapport à la surveillance par vidéo, caméra. Ce que j'ai rajouté, tous les points que vous avez nommés, je les ai pas mal mis là-dedans. Ce que j'ai rajouté à titre d'information et pour être très transparent, c'est certains extraits des lois, dont celle de la Commission et celle du Code civil, qui concernent directement justement les informations sur la vie privée, etc. etc. Est-ce que ça, c'est trop dans la rédaction de la politique ou est-ce que c'est bien de le mettre pour les gens qui n'iraient pas chercher eux-mêmes ces lois-là? En fait, ça peut être très bon de mettre l'extrait. Moi, j'ai aucune objection à ce qu'on mette la source. C'est toujours très éclairant pour un copropriétaire. Et vous le savez tout aussi bien que moi, la plupart des copropriétaires sont friands d'articles de loi ou de numéros d'articles de loi ou de loi. On dirait que ça les rassure là, que ça vienne quelque part, que ça ne vient pas juste de la volonté du syndicat de copropriété. Alors moi, je trouve que c'est une excellente idée. Le seul petite recommandation que j'aurais pour vous, une politique et une directive, si on veut qu'elle soit bien comprise, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Alors, quelque chose de trop long et trop lourd, c'est vrai pour une directive sur les caméras, c'est vrai pour n'importe quoi. Le copropriétaire ne se rendra pas jusqu'au bout, puis on n'atteindra pas l'objectif. Mais c'est la seule petite recommandation que j'aurais. Vous pouvez mettre vos extraits de code et de réglementation dans une annexe. Aussi. Oui, en bas de page. Parfait. J'aurais juste une deuxième question avant de vous laisser. Je voulais juste être sûre de ce que vous nous avez dit par rapport au gardien de l'image. Parce que dans notre gestionnaire à nous, par exemple, nous a dit qu'il fallait qu'on soit 2 pour aller visionner les images tout le temps, qu'on ne pouvait pas être seul. Oui, mais si je ne m'abuse, la désignation d'un responsable fait partie du projet de loi 64 qui va entrer en vigueur dans quelques mois, en 2022. Donc, à l'heure actuelle, c'est encore possible d'en avoir 2. Il y a dans le secteur privé, là, en copropriété, on n'est pas soumis aux mêmes règles que les organismes publics, mais dans la loi qui s'applique présentement, il ne me semble pas qu'il y ait une obligation d'avoir un seul, mais ça s'en vient. Donc, il y a par contre une obligation de le désigner, ça c'est bien important. Il faut qu'on puisse savoir c'est qui, alors qui au singulier ou au pluriel. Et moi, j'attire aussi votre attention sur le fait de leur faire signer un document de confidentialité. Alors, les enregistrements dont ils ont accès à titre de gardien, qu'ils soient 1 ou 2, ils ne peuvent pas en parler, ils ne peuvent pas étendre ça à grandeur de l'immeuble. Donc, ça, c'est bien important. Et effectivement, le gardien, c'est une disposition qui s'en vient. Alors, actuellement, on n'a pas cette obligation qu'il y ait juste une seule et unique personne. D'accord. Je m'excuse, j'en ai juste une troisième après, pour de vrai, je vous laisse là.
On n'y croit plus. J'avais 203, mais bon, allez-y. Non, c'est bon. C'est pas mal. Tout ce que vous avez dit aujourd'hui, j'étais super contente. C'était pas mal ce qu'on avait fait. On était assez proactifs. Là, par exemple, j'ai une caméra qui donne sur la rue. Moi, j'avais déjà tout lu tout ce qui est loi et compagnie, puis je savais qu'il ne fallait pas, par exemple, qu'on la pointe sur l'entrée des maisons de ville, les autres entrées, parce que c'est privé, et que ce soit juste sur notre terrain. Fait que ça, c'était correct. Sauf qu'à l'entrée de notre terrain, en avant, on a beaucoup de problèmes. Fait que c'est pour ça qu'on a mis une caméra là. Mais il y a comme 3 balcons, une terrasse et 2 balcons à usage privatif qui sont dans l'angle. Il y en a un des 3, c'est la mienne, fait que je m'en fous, je suis d'accord. La deuxième, je sais que c'est aussi mon ami qui est d'accord, qui veut au contraire qu'on surveille. Il y a juste la troisième qui a fait beaucoup de plaintes justement sur des vols de paquets. Elle est aussi pro-sécurité. Mais pour être vraiment sûre, est-ce que dans ma politique, je dois nommer ces 3 appartements en disant qu'ils sont d'accord? Est-ce que je dois leur faire signer quelque chose? Moi, je le signerai pour moi-même. Ou est-ce qu'on se dit, ben, il n'y a pas le choix, l'angle qu'on veut pour surveiller l'entrée et puis le terrain en avant, ben, ça inclut ces 3-là. Ça, c'est une super bonne question. C'est une super bonne question parce qu'effectivement, le fait que votre caméra, l'angle de votre caméra vient prendre des espaces que normalement, elle ne devrait pas prendre parce que il m'apparaît que c'est, selon les critères de la loi, un petit peu disproportionné par rapport au caractère d'expectative de vie privée. Maintenant, un propriétaire peut renoncer à ses droits et dire, ben moi, je consens. Alors, je ne le mettrai pas dans le cadre de ma politique, mais j'aurais tendance, en tant que syndicat de copropriété, à détenir dans mes registres un document où les copropriétaires visés acceptent ou renoncent à contester. Je ne sais pas comment vous pouvez le formuler, mais j'aurais tendance à détenir ça dans mes registres de copropriété. Oui, absolument. Particulièrement si vous avez des... C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir une pochette par unité, parce que vous pourriez mettre cette renonciation dans chaque pochette d'unité concernée, et quand vient le temps d'une vente d'une de ces unités, vous, en tant que syndicat, vous pouvez ressortir ce document qui date d'il y a 10 ans, que le vendeur aura probablement oublié, mais vous allez l'avoir et vous allez pouvoir informer l'acheteur potentiel de ça pour que vous puissiez avoir votre renonciation renouvelée. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup à vous. Bye. Ensuite, j'avais une question de Maxime qui demande « Qu'en est-il des immeubles qui ont des agents de sécurité qui peuvent visionner les caméras en direct? Y a-t-il des particularités du côté des règlements d'immeubles dans un tel contexte ?» Alors, on a discuté de ça avec Marie-Cécile en préparant notre formation. Puis, il est clair qu'on a 2 catégories d'immeubles. Vous avez la catégorie d'immeubles qui n'a pas de portier, d'agent de sécurité, j'ai pas le mot en français, oui, le front desk, poste d'accueil, mais c'est le portier, l'agent de sécurité. Ouais. De poste d'accueil avec une personne qui a accès aux enregistrements, qui consigne même il peut y avoir aucune caméra dans ce genre d'immeuble, il va consigner les entrées, les sorties de la moindre personne. Et puis, vous avez la deuxième catégorie d'immeubles qui, justement, n'a pas du tout ces services-là et va se tourner vers les caméras de sécurité pour pouvoir avoir un minimum de surveillance si sa situation le justifie. Alors, effectivement, dans les grands ensembles, la question se pose, mais oui, définitivement, il faut avoir une réglementation aussi. Et je pense qu'il faut vraiment distinguer ce à quoi les postes de sécurité ont accès comme caméra. Oui, alors pour répondre à la question, oui, il y a besoin d'une réglementation aussi dans ces immeubles-là. La distinction primordiale qui existe, c'est que lorsque le copropriétaire achète dans ce type d'immeuble-là,
il achète souvent en raison de ces systèmes qui sont établis. Donc, il achète parce qu'il y a un portier 24 heures, il achète parce qu'il y a un gardien de sécurité. Pour lui, ça fait partie des éléments nécessaires et qu'il apprécie quand il achète cette copropriété-là. Donc, il renonce en fait un peu à dire, ben, écoutez, moi, je ne veux pas qu'on sache mes allées et venues, je ne veux pas qu'on sache qui rentre chez moi, puisque c'est pour ça qu'il achète. C'est ça qu'il achète, c'est ce qu'on lui vend à l'origine de la copropriété. Donc, on ne modifie pas du tout ce pourquoi il a acheté. Mais pour la question de savoir si dans ces immeubles-là, il y a besoin d'y avoir une politique, mais oui, et surtout dans ces immeubles-là, parce que vous avez déjà tout ce système-là en place. Ce n'est pas parce que vous avez ce système-là en place que vous êtes, par ailleurs, exclu de répondre aux exigences des différents encadrements législatifs. Bien au contraire. Bien au contraire, puis d'avoir des politiques que vous pouvez montrer, que vous pouvez même défendre à toute personne qui vous poserait des questions. Donc, si vous aviez des gardiens de sécurité, qu'ils font? Est-ce qu'ils signent des ententes de confidentialité? Les portiers qui détiennent des registres ont fait quoi avec les registres? Qui a accès aux registres? Où sont-ils détenus, ces cahiers, une fois qu'ils sont remplis? Qui peut y avoir accès? Quand est-ce qu'on les détruit? Ça, ce sont toutes des questions qui doivent absolument être adressées aussi dans ces immeubles-là. Exact. Prochaine question de Wilka. Si un copropriétaire demande des images de caméras dans lesquelles il est présent, mais avec une autre personne, le conseil a-t-il le droit de partager? Ça, c'est une super bonne question qu'on ne voulait pas avoir. Donc, on va passer à... Non, c'est une Merci, blague. Wilka. Alors, la base, c'est qu'un copropriétaire, il peut avoir accès aux images dans lesquelles il se trouve. Ça, c'est la base. Maintenant, la question est excellente. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a d'autres personnes? Parce que la loi demande la protection des informations personnelles d'une personne qui apparaît sur une captation. Alors là, c'est un peu comme la règle en copropriété qui dit vous avez droit d'utiliser et de jouir de votre partie privative dans la limite et le respect du droit des autres copropriétaires de jouir de leur partie privative. Donc c'est un peu la même chose. Vous avez un enregistrement avec deux personnes et là se pose la question de savoir on va privilégier l'intérêt de qui? Est-ce qu'il nous suffit de l'avis d'une seule personne alors qu'ils sont deux? Et puis, si vous pensez même à un cas précis où un copropriétaire est sur l'enregistrement et il est soudain rejoint contre son gré par une deuxième personne qui apparaît dans l'enregistrement. Mais pour la première, l'intervention de cette deuxième personne n'a aucune pertinence par rapport à ce qu'elle veut tirer de l'enregistrement. Alors, définitivement, c'est un point sensible avec lequel il faut, je pense, agir avec prudence. D'une part, tenter d'aller obtenir le consentement de la deuxième personne. Et s'il y a un refus, là, vous risquez peut-être de vous retrouver dans une situation en fait, où, si la deuxième personne refuse, dans la situation en fait, où vous êtes face à un incident. Et alors, dépendant de la nature de l'incident, la police peut être impliquée. Et si la police est impliquée, ça va faciliter la gestion de votre dossier parce que vous allez vous en remettre à la demande de la police de vous fournir ou non l'enregistrement. Il y a peut-être des pistes de solutions aussi à envisager lorsqu'on a plusieurs personnes qui ne sont peut-être pas pertinentes à la recherche d'informations qui se trouvent. Par exemple, on veut avoir accès à une image, mais par hasard, on a une personne qui apparaît, mais qui n'est pas pertinente à l'événement qu'on cherche. Il est possible aussi éventuellement de pouvoir recadrer ou de rescinder l'enregistrement pour pouvoir transmettre l'information juste au copropriétaire. De flouter aussi. Alors, il y a peut-être des pistes de solutions qui sont à rechercher aussi dans ces circonstances-là, mais la prudence est de mise, ça c'est évident. Alors, prochaine question. Comment s'assurer que l'usage des caméras est justifié? Peut-on par exemple demander un registre du nombre d'accès et de justification? Un registre du nombre d'accès et de justification. Je ne comprends pas la deuxième partie de la question, mais sur la première partie,
comment savoir si la mise en place des caméras est justifiée? Ben, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment une question à se poser. Vous devez effectivement vous poser la question, est-ce qu'on est dans un environnement et avec un historique qui justifie l'installation de caméras de sécurité? Seul vous pouvez répondre à la question. Vous pouvez vous en remettre à certaines décisions de jurisprudence qui vont vous donner des idées. J'avoue que la décision de la commission d'accès à l'information dans l'affaire du Looney 2, là, date d'il y a quelques mois, est assez intéressante sur le sujet, mais elle va loin quand même. Puis il ne faut pas oublier que la commission de l'accès à l'information, ça n'est pas un tribunal. La commission d'accès à l'information, c'est un organisme public qui est appelé par un copropriétaire ou un groupe de copropriétaires pour adresser une situation contre son syndicat de copropriété. Et la commission d'accès à l'information va rendre une décision envers le syndicat de copropriété, mais le syndicat de copropriété a une possibilité de faire une demande d'appel de cette décision qui va se faire devant la Cour du Québec. Et là, la Cour du Québec va rendre une décision où les parties seront la commission versus le syndicat. Donc, quand vous entendez parler d'une décision de la commission, c'est en fait une position de la commission. La commission d'accès à l'information défend la loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé, mais ça n'en fait pas un organisme ou un organe judiciaire. Alors, il faut toujours prendre avec précaution ce que vous allez lire dans les documents que vous pouvez trouver sur la question. Je pense qu'il faut s'en remettre au bon sens pour chercher la réponse à votre question spécifique à votre immeuble. Est-ce que vous êtes dans un quartier qui justifie l'installation de caméras? Est-ce que vous avez une population dans votre immeuble qui justifie l'installation de caméras? Est-ce que vous avez une proportion locataire, résident qui le justifie? Est-ce que vous avez un historique de sinistres dans les parties communes intérieures ou extérieures, un historique d'incidents par le feu, par exemple, qui justifie un certain contrôle des parties communes pour vérifier que les gens ne font pas trop n'importe quoi au niveau des risques d'incendie? C'est toutes ces questions auxquelles il faut répondre et c'est vraiment très spécifique à chaque projet. Et ce n'est pas facile. Il ne faut pas croire, surtout en tant qu'administrateur, que c'est facile de s'y retrouver et que c'est facile d'être certain que vous avez pris les bonnes décisions. Je m'explique. Il faut vraiment que vous regardiez, que vous ayez en tête l'objectif que vous avez en installant ces caméras. Souvent, quand on fait l'installation d'un système comme ça, on en met plutôt trop que trop peu. Hein? Tant qu'à faire, on va mettre tout le système, ça ne coûte pas tellement plus cher et on met la gomme quand on installe ce type de système-là. Or, à cause de l'encadrement qui existe, à cause que l'enregistrement et le vidéo est une atteinte à la vie privée des personnes qui sont filmées, c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Il ne faut pas en faire plus que pas assez, il faut faire le minimum nécessaire pour atteindre l'objectif. Alors, si mon objectif, c'est un vol de colis, par exemple, à la porte d'entrée, je ne serais pas capable de justifier l'installation d'un système de caméra sur la porte d'entrée, dans les corridors, dans le garage, puis sur le parking arrière. Je ne serais pas capable de justifier ça. Par contre, si je concentre l'installation de ma caméra à mon endroit problématique, parce que mon objectif est d'enrayer une action bien particulière, bien là, je viens vraiment de préciser mon objectif et de rendre donc mon atteinte à la vie privée justifiée en regard de mon objectif. Je ne sais pas si ça répond parce qu'il y avait une deuxième partie à la question. Si on peut avoir un registre d'accès et de justification. Ça, je ne suis pas sûre d'avoir. Ce n'est pas nécessaire de justifier. En fait, quand vous allez passer la proposition de résolution en assemblée, vous allez pouvoir expliquer les justifications qui vont être consignées soit dans la proposition de résolution directement, soit dans le procès-verbal de l'assemblée. C'est la raison pour laquelle on va regarder les vidéos, c'est ça? La raison pour laquelle on va installer les vidéos. La raison pour laquelle on va installer je pense que Madame parlait d'un registre d'accès, c'est ça que les caméras de vidéosurveillance. Mais je pense que dans tout ce qu'on a dit, devrait s'y retrouver. Mais si jamais, donc la question c'était de Jazil. Si jamais vous voulez clarifier la deuxième question, vous pouvez toujours lever la main
Et comme ça, vous pourrez poser la question à l'oral. Pour l'instant, je vais donner la parole à Robert. Est-ce que vous m'entendez? Non. Bon, pas de réponse. J'ai une autre question écrite dans le chat. Pour l'installation de caméras à la porte d'appartements individuels qui visent la surveillance dans le couloir à cause de sécurité, est-ce que le copropriétaire doit obtenir une autorisation du syndicat? Alors, définitivement, il faut obtenir une autorisation du syndicat et notre recommandation pour le syndicat serait de refuser. Ben, ça va avoir deux questions dans la même question parce que ce serait un copropriétaire, si je comprends bien, qui mettrait une caméra au-dessus de sa porte d'entrée. Au-dessus de sa porte d'entrée pour des questions de sécurité. Pour filmer le corridor commun. Pour filmer le corridor commun. Donc, il prendrait un peu la place du syndicat d'installer ça dans les parties communes. Donc, de toute façon, ça lui prend l'autorisation. Et est-ce que cette installation remplirait, encore une fois, les objectifs de façon non disproportionnée? Je ne le crois pas non plus, à moins qu'on fasse état vraiment de problématiques spécifiques qui se retrouvent dans les corridors communs, mais c'est quand même rarement le cas. Alors, je crois que Robert est revenu. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, OK. Une question à vous demander. Moi, je fais partie d'un regroupement, en fait, d'une servitude de 8 syndicats de copropriété. Et chaque immeuble a son garage, en fait, souterrain, qui est tous reliés ensemble. Nous, on veut installer des caméras dans les 8, en fait, immeubles, dans tous les garages. Dans la réunion de copropriété, pour avoir le 75% de majorité, est-ce que c'est chaque syndicat qui doit faire une assemblée à ce niveau-là ou c'est la servitude qui regroupe en fait les 8 immeubles, que c'est à eux à faire leur assemblée avec le CA pour avoir 75% de majorité? Alors, je peux peut-être répondre, M. Robert, parce que je connais un peu votre dossier. Oui, je sais, vous le connaissez très bien, oui. Alors, dans votre cas spécifique, ce sera chacun des syndicats qui devra prendre la décision d'installer des caméras dans ces espaces communs. Oui, je comprends, mais sauf que les garages, comme je vous dis, exemple, il y a 3 immeubles que c'est le même garage qui rejoint les 3. S'il y en a un des 3 syndicats qui décide que moi, je n'en veux pas de caméra, on fait quoi, là? Les caméras vont être installées avec le même système, avec les 3 garages, là. Ben, vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, mais si vous avez un refus de la part d'un des syndicats, là, ça va être problématique pour l'installation de votre système. De la même façon que pour un système anti-fuite, ça va être un problème s'il y a un ou plusieurs copropriétaires qui ne l'installent pas dans son condo. OK. Bon, et j'ai une deuxième question. Lorsque vous parlez de la personne, l'unique personne qui devrait gérer le système, est-ce qu'on peut mettre seulement, exemple, le titre, exemple, le président du syndicat ou peu importe? Parce que si ça change de nom de président durant l'année, oui, c'est une excellente suggestion et la réponse est oui. Alors, on pourrait très bien, dans les règlements dont vous a parlé Ludovic tout à l'heure, les règlements opérationnels, dire que la personne qui va être le gardien, bien, ça va être de facto le président du conseil d'administration, par exemple. On pourrait le prévoir comme ça. Et donc, si ce président-là change, bien, le gardien de l'information change aussi. On pourrait le prévoir comme ça dans le cadre des règlements opérationnels. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, il est l'heure de conclure bientôt. C'est bien ça. Hein, on prend 1 heure pour le speed condo. Sinon, on va gâcher tout le nom du titre de l'événement. Mais
S'il y a encore beaucoup de questions, oui, il y a beaucoup de questions, mais on peut rester, ça nous fait plaisir. C'est notre dernier de l'année. C'est notre comme dernier un de cadeau de l'année. Noël Voilà. avant. On peut faire un bonus 30 minutes. Et il faut juste pas qu'on dérape. On a une assemblée Moi, j'ai une assemblée. Moi, j'ai une à assemblée 18h30. aussi ce soir, donc c'est ça. Il faut. On dépassera pas 17h30. Alors, c'est parti. Ok, alors on va faire attention à l'heure, mais j'ai une question de Jean-Pierre, donc je vais activer le micro. Allô? M'entendez-vous? Oui. Oui? OK. La question est la suivante. Un syndicat vertical qui s'occupait de la gestion aussi de l'horizontale, tout a été transféré à l'horizontale pour la question des garages. Les caméras étaient déjà installées. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une continuité ou si c'est une nouvelle installation, on garderait les mêmes caméras? Cette fois-ci, je crois que c'est moi qui connais. Je pense que oui, Ludovic. J'essayais de relier Jean-Pierre. Ça me dit quelque chose. Ok, alors vous, Jean-Pierre, oui, ok. Donc, quand vous avez un garage qui est dans la partie commune de la copropriété horizontale, effectivement, c'est la copropriété horizontale qui va s'en occuper. Et c'est dans la juridiction de la copropriété horizontale que la décision doit se prendre. Alors, si vous aviez déjà des caméras et qu'on vient simplement en ajouter parce qu'au fur et à mesure de la construction, le garage s'agrandit, il n'y a rien là. Je veux dire, c'est totalement logique que les nouveaux espaces construits dans le garage comprennent eux aussi des caméras. Ce qui serait complètement illogique, c'est que seulement une partie du garage en ait. Merci. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, prochaine question de Laurie. Nous avons déjà un système de caméras installé depuis longtemps et aucune réglementation ou une personne assignée comme gardien. Devons-nous faire accepter un règlement résolution? La réponse est oui. Alors, c'est au menu de votre prochaine assemblée de copropriétaires, c'est sûr. Alors, il va falloir que vous procédiez à la rédaction de ce fameux règlement opérationnel dont on parlait avec les différents points dont on a traité, que ce règlement-là fasse partie de l'avis de convocation de votre prochaine assemblée de copropriété de ce syndicat-là et qu'il soit par la suite ratifié par l'assemblée des copropriétaires. Alors, et c'est vrai pour tous les syndicats qui ne seraient pas à jour dans leur réglementation, c'est de vous mettre à jour, en fait. Et ce, le plus rapidement possible, en gardant en tête que des modifications législatives s'en viennent en 2022 qui vont peut-être vous amener aussi à réviser la réglementation actuelle et notamment là, sur la question de la nomination du gardien là, qui devrait, elle, aboutir dans le courant de l'année 2022. Mais la réponse est oui, il va falloir procéder à cette réglementation-là et le plus tôt, c'est le mieux. Et peut-être juste pour tourner la boucle là-dessus, le fait que vous n'ayez pas actuellement de règlement, mettons que votre assemblée, elle est dans 11 mois, là, elle vient juste de passer, mettons, ça n'empêche pas quand même le conseil d'administration, entre lui, d'adopter des règles de base sur le fonctionnement opérationnel des caméras qui existent déjà. Donc, de faire un règlement du conseil, une résolution du conseil sur lequel le conseil va pouvoir agir d'ici la prochaine assemblée de copropriétaires. Comme ça, il couvre sa responsabilité aussi d'ici la prochaine assemblée. Donc ensuite, on a une question de Colette. Le conseil d'administration peut-il demander à un copropriétaire d'enlever des caméras que celui-ci a installées sans autorisation dans le couloir de la copropriété et une autre sur sa terrasse privée, mais qui filme la cour intérieure de la copropriété? Oui. Alors, je vais compléter. Je me parais un petit peu fatiguée tout à coup. La réponse est effectivement oui, mais pas seulement
devrait-il? Le syndicat doit le faire. Alors, rappelez-vous que le syndicat ne peut pas et n'a pas l'opportunité de tolérer des infractions. Alors, ce sont clairement des infractions. Donc, c'est une utilisation des parties communes qui n'a pas été autorisée. Donc, le conseil d'administration du syndicat n'a pas le choix que de requérir le retrait de ces systèmes de caméras. Une utilisation des parties communes et une utilisation de l'image. Des atteintes à la vie privée des copropriétaires. Alors, prochaine question. Est-ce que l'enregistrement audio à partir d'une caméra de surveillance dans un lieu public peut être annoncé à l'aide d'une affiche de la même façon qu'ils le sont pour l'enregistrement vidéo? Oui. Moi, on va droit au but. Alors, ben oui, absolument. Ça fait partie du devoir d'information, de captation, qu'elle soit vidéo ou audio. Dans toute guide, procédure, il devrait y avoir les personnes concernées qui sont susceptibles de se faire enregistrer doivent en être avisées. Par des affiches aussi, hein, ça peut être des affiches à la porte d'entrée, des collants, ça peut être aussi une petite affiche accrochée à la caméra, souriez, vous êtes filmé, en tout cas n'importe quoi qui permet aux personnes qui utilisent l'espace commun d'être au courant immédiatement qu'ils sont filmés ou qu'ils sont enregistrés. Ensuite, prochaine question de François. Est-ce possible d'avoir des caméras pointées vers les zones communes qui fonctionnent seulement durant les heures où ces zones ne devraient pas être accessibles aux copropriétaires? Cette caméra pourrait permettre de savoir lorsqu'il y a plainte au sujet d'un accès interdit à ces parties communes. Tu vas nous répondre oui ou j'attendais le… Oui, on est toujours à l'unisson parce qu'après, elle explique pourquoi. En fait, je pense même que c'est une bonne idée. Oui, c'est mieux que… Ouais. Parce que le fait qu'on n'ait pas un enregistrement en continu, donc qu'il fasse ça de façon continuelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça remplit une des conditions de proportionnalité. Donc, la mesure qui est prise de surveillance, elle est proportionnelle. Donc, ce qu'on veut faire, notre objectif encore là, c'est de nous assurer que personne n'utilise ces espaces-là durant les heures où l'accès est interdit. Alors, n'enregistrer qu'à ce moment-là est effectivement une mesure qui est tout à fait raisonnable dans les circonstances. Et donc ensuite, la deuxième question de cette même personne, si un enregistrement sert à prouver une infraction, est-ce possible de le conserver plus longtemps? Ben, il y a deux façons de répondre à la question. Ouais. Si, par exemple, cet enregistrement-là, on l'utilise dans le cadre, par exemple, de procédures judiciaires. Donc, on a une infraction, on va vouloir réclamer des montants et on déposerait, mettons, cet enregistrement-là comme preuve. Admettons que toutes les règles de preuve sont respectées. De facto, cet enregistrement-là va survivre parce que ça devient un élément de preuve. Mais sinon, on est soumis… Oui, mais c'est vrai que l'avocat ne va pas, en général, pouvoir donner instruction à son client de garder l'enregistrement à l'intérieur du délai de conservation qui va souvent être assez faible, tu sais, 21 ou 30 jours de l'événement. Mais ça va obliger, en fait, le syndicat à prendre des mesures rapidement. C'est ça. Ce qu'ils ne sont souvent pas habitués à faire. Exact. Mais je pense que ça va être… la célérité va de plus en plus gagner les conseils d'administration de copropriété avec certains articles du projet de loi 16 devenu loi 28. Notamment par la nécessité d'envoyer le procès-verbal de leur réunion dans les 30 jours de la réunion. Ça, je dois dire que depuis que c'est en place, ça met une espèce de pression assez importante sur les conseils d'administration qui, à l'intérieur d'un délai très serré de 30 jours, doivent rédiger leur procès-verbal, s'entendre sur la rédaction et envoyer aux copropriétaires. Donc, on s'en va vers un rythme un petit peu plus soutenu de la part des administrateurs, alors pour ça également, mais
Mais oui, vous soulevez un questionnement important qui est est-ce que vous devez absolument suivre la directive de destruction dans les 30 jours, malgré la survenance d'un incident, alors que vous n'avez peut-être pas encore été contacté par la police, par exemple, si c'est un incident qui fait intervenir la police. Moi, je pense que ce qui est important surtout, c'est d'aviser les copropriétaires, que les copropriétaires soient bien conscients et informés et avisés de la durée de vie de ces enregistrements. Elle est de 30 jours. Alors, si quelque chose doit se passer à la suite d'un incident, il faut que ça clenche là, rapidement. Question de Laurie. Nous avons une chaîne télé interne et les copropriétaires ont accès à visualiser en temps réel 4 caméras. Est-ce légal? Est-ce que c'est moi qui réponds cette fois-ci? Parce que je vais répondre non. Je voulais répondre non au moins à une question. Je n'étais pas contrariant depuis au moins un quart d'heure. Alors, non. Non. C'est pas légal. Ne serait-ce que par le besoin de désigner un gardien de l'information. Là, vous vous retrouvez avec 172 gardiens de l'information, ça ne marche pas du tout. Les copropriétaires ne doivent pas se voir confier la surveillance des parties communes. Ce n'est pas du tout leur fonction. Donc, la réponse est non. Mais ça devient le téléroman dont je parlais tout à l'heure. En plus. Où ça devient la télé-réalité du jour. Alors ça, évidemment, la réponse est non. Et ça ne remplit aucun des critères de l'encadrement légal qui existe actuellement. Ce à quoi les copropriétaires ont droit, c'est de voir à travers un judat qui est derrière la porte de la partie privative et par extension qui est à la porte de la partie commune tout en bas sur la rue. C'est tout là. Après, le reste, c'est des parties communes et l'administration des parties communes n'est pas confiée aux copropriétaires, elle est confiée au conseil d'administration. Donc, j'ai ensuite une question de Annick. Dans une situation où un ou une coproprio... Un ou une copropriétaire. Dans une situation où un coproprio craint pour sa sécurité personnelle, par exemple un ex menaçant ou quelqu'un faisant du harcèlement et qui fait l'objet de plaintes officielles auprès des autorités, pourrait-ce être un motif pour pouvoir installer de telles caméras afin de prévenir l'approche ou démontrer si la personne dangereuse approche ou réussit à accéder à l'immeuble? À accéder à l'immeuble. Ça demeure une bonne question et on rentre dans un contexte un petit peu particulier où, encore une fois, il faut qu'on regarde quel est l'objectif qui est recherché par l'installation de la caméra. Là, on a un objectif clair de sécurité, mais on a un objectif clair de sécurité qui ne vise qu'un seul et unique copropriétaire et non pas la sécurité de l'ensemble des résidents de l'immeuble. Alors, c'est un cas très particulier. J'imagine que si on arrive à ce type de crainte-là, on a aussi par ailleurs et en arrière des ordres de la Cour, donc des ordres de ne pas approcher, des ordres de ne pas accéder. Donc, tout ça, ce sont des éléments un peu particuliers qui rentrent en état de compte. Mais si la question c'est est-ce que ça permet au copropriétaire qui craint d'installer lui-même et sans autorisation une caméra dans les parties communes, la réponse demeure non. Maintenant, il pourrait éventuellement se faire autoriser par l'Assemblée des copropriétaires ou il pourrait, dans des cas où vraiment c'est une crainte documentée qui fait l'objet de dossiers criminels, dans ce cas-là, obtenir aussi les autorisations de la Cour pour le faire. Et des encadrements pour exercer ce droit-là aussi. Parce qu'au niveau de l'Assemblée, justement, on vous expliquait que ça prenait 2 propositions de résolution, une pour autoriser les travaux et leurs coûts, une pour l'aspect réglementaire. On pourrait envisager dans un cas comme ça, la première proposition de résolution qui vise à présenter la proposition d'installation d'une caméra spécifiquement pour ce cas-là, d'en expliquer les raisons et de voter sur la répartition du coût des travaux qui, en l'occurrence, ne serait qu'à la charge
du ou de la copropriétaire en question. Si c'est suffisamment présenté, exposé, et pourquoi pas, les autres copropriétaires pourraient, par empathie et puis soutien, accéder à cette demande, particulièrement si elle est présentée d'une manière temporaire. Faut oublier que c'est un cas bien spécifique aussi, parce Oui. que ce que l'encadrement légal de la vidéosurveillance va nous demander, c'est d'aussi envisager d'autres remèdes ou d'autres solutions qui ne seraient pas de filmer les espaces communs et les entrées des parties privatives. Ça pourrait être dans ce cas-là, et je ne dis pas que ça s'applique forcément, mais une autre piste, ça pourrait être tout simplement l'accès à l'immeuble. Alors, pour que cette personne-là, qui visiblement n'a plus le droit d'accéder à l'immeuble, puisse accéder jusqu'au corridor commun, bien, il a fallu qu'il franchisse la porte. Comment est-ce qu'il peut franchir la porte? Alors, il y a peut-être d'autres avenues qui sont à considérer dans ce type de circonstances bien particulières. Alors, pour la prochaine question, je vais donner la parole à Marjorie. Est-ce que vous êtes là? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Mon micro était fermé. Merci pour la qualité de vos présentations. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Je n'ai pas pu me connecter au début de la séance, malheureusement, pour des problèmes techniques qui, d'après ce que j'ai compris, venaient de votre côté. Donc, je voulais savoir s'il y avait moyen de visionner le début de la présentation en différé. Oui. Oui. Superbe. Et on fait comment? Nous, on répond juste oui. Pour les détails techniques, vous allez sûrement recevoir des informations pour ça. D'accord. Tous ceux qui ont participé et qui étaient inscrits vont recevoir un courriel, puis on va vous indiquer comment pouvoir voir si vous avez manqué des moments. Merci infiniment. Donc, par courriel, on va vous envoyer le lien vers l'enregistrement du Speed Condo d'aujourd'hui. Excellent, je vous remercie. De rien. Ensuite. Système de vidéosurveillance pour la livraison de colis. Est-il permis? Ben, en fait, la question des colis, la réponse est la même de tout ce qu'on vient de vous parler depuis la dernière heure, en fait. La question des colis, alors encore là, je reviens, je suis un peu fatigante avec mon objectif. Alors, l'objectif recherché par le syndicat, c'est de surveiller les colis qui sont livrés, de s'assurer qu'ils ne soient pas volés, puis que ce soit en fait les bons copropriétaires qui viennent récupérer les colis. Hein? Votre objectif, c'est ça. Alors, à partir de cet objectif-là, vous allez devoir décider si l'installation d'un système de caméra à un endroit X qui va filmer telle période de temps, tel angle de vos parties communes, répond vraiment à votre objectif et est en fait l'infraction minime à l'atteinte au droit à la vie privée de vos copropriétaires. Alors, c'est ça l'exercice que va devoir faire le syndicat de copropriété. Alors, c'est possible d'avoir recours à la vidéosurveillance pour la question de la surveillance des colis, mais dans les cadres légaux dont on vient de parler. Donc, prochaine question de Suzanne. Si des parties communes sont partagées par deux syndicats différents, exemple une piscine, est-ce que chaque syndicat peut avoir accès aux enregistrements ou seulement une personne? Et l'accès doit-il être limité seulement aux parties communes qui sont partagées? Alors, une personne de chaque syndicat et l'accès aux parties communes qui sont partagées. Ben, en fait, chaque syndicat peut orienter ses caméras sur ses parties communes. Alors, il peut l'orienter sur les parties communes partagées et aussi les parties communes non partagées. Une question de Sarah. En ce qui concerne la question précédente, je ne sais pas exactement quelle était la question avant. Si quelqu'un peut installer une caméra devant sa porte d'unité,
Ouais. La même règle s'applique-t-elle à ceux qui vivent au niveau rez-de-chaussée avec un balcon donnant sur une rue principale achalandée? Ça, c'est une question aussi qui peut se transposer aux maisons de ville, qui ont effectivement, en fait, aux maisons de ville ou à toutes les unités résidentielles en copropriété qui ont pignon sur rue. Comment dire ça? Comme on disait tantôt, le copropriétaire n'a pas à poser une caméra qui va filmer les parties communes. C'est vraiment le syndicat qui doit le faire. Si le copropriétaire, en fait, est dans une maison de ville sur un cadastre horizontal, il est possible, dans certains cas, que devant chez lui ou derrière chez lui, il soit directement sur le domaine public et que la partie commune soit en fait de l'autre côté. Donc, dans des cas précis, il peut être envisageable qu'un copropriétaire puisse faire ça, mais il faut toujours se rappeler de limiter l'exposure, l'ampleur. Donc, si vous avez moindrement les parties communes qui sont filmées ou possiblement les allées et venues, le va-et-vient d'autres copropriétaires que le copropriétaire lui-même, c'est pas bon. Donc ensuite, prochaine question. Est-ce qu'une caméra fictive a besoin d'un règlement? Donc après, il a ajouté une caméra fictive égale non fonctionnelle ni visible avec étiquette avertissement sur la porte d'entrée. Moi, j'aime beaucoup. Oui, oui, c'est marrant, j'y ai pensé ça quand on faisait notre préparation. C'est comme dans les champs là, ça serait tellement l'épouvantail. Bon ça. Oui. Voilà. Donc vous avez une caméra qui vous mettez même un câble, un fil pour faire croire que c'est branché. En fait, ça ne fait rien du tout. Donc il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a rien. Alors est-ce que vous voulez jouer le jeu même envers vos copropriétaires, c'est-à-dire vous faites passer un règlement en assemblée sur l'encadrement des enregistrements, etc., alors que c'est complètement fictif? Je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. Je pense que enfin, tout dépend de la communauté. Je pense que ce n'est pas une bonne affaire à faire avec vos copropriétaires. Les copropriétaires devraient savoir que c'est une caméra fictive. Et donc, l'objectif pour vous d'installer la caméra fictive n'a rien à voir avec le respect des règlements d'immeuble, parce que tous les occupants savent que c'est une fausse caméra. C'est purement dissuasif. Mais c'est purement dissuasif pour l'extérieur. Donc, pour les tiers, alors ça, pour assurer une certaine sécurité des parties communes extérieures, oui. C'est une stratégie qui a pour objectif de dissuader le monde de faire des infractions. Mais ce faisant, vous n'êtes pas soumis non plus aux règles concernant la captation, parce qu'il n'y en a pas. Donc, vous ne portez pas atteinte aux droits de personne, vous n'enregistrez pas l'image, vous ne la diffusez pas, vous ne faites rien. Évidemment, la limite, c'est que vous n'aurez pas de preuves non plus, là. mais pourquoi pas? J'aime beaucoup l'idée. Alors, question de Laurie. Avez-vous des ressources disponibles pour nous aider à bâtir un règlement et la gestion opérationnelle du système de caméra? Oui, nous ici. Oui, la prochaine fois, j'aurai en 2022 des panneaux. Un panneau, oui, non. Et je lève. Alors oui, vous voyez juste ici, derrière moi, DJC de Grand Pré-Jolicoeur, avocat, notaire. Donc, nous sommes un bureau d'avocats et de notaires. On est 15 avocats et 10 notaires. On a une grosse équipe en copropriété de professionnels qui ne font que ça. Et on a effectivement la possibilité de travailler avec nos clients sur des guides et des projets encadrant les caméras de vidéosurveillance. On l'a déjà fait pour plusieurs clients. Et c'est vraiment un projet super le fun à travailler avec les clients parce que c'est un service vraiment personnalisé en fonction de votre immeuble, en fonction de vos objectifs, comme Marie-Cécile a beaucoup dit, en fonction de vos justifications. Alors définitivement, oui, vous pouvez nous appeler et on va s'occuper de ça avec vous, nous ou les autres personnes avec qui on travaille. Alors la toute dernière question. Ah non, l'avant-dernière question. Pour finir ce speed condo, question de Annick. Quelle serait la responsabilité du syndicat dans le cas où un coproprio ou occupant
été victimé faute d'avoir pu avoir des mécanismes de prévention comme une caméra en l'occurrence? Là, si je comprends bien, la question, c'est de dire est-ce qu'un copropriétaire aurait des recours si le syndicat n'installe pas un système? Je pense que c'est ça, moi, ce que j'ai compris. Moi, j'ai été soufflé là. Il est trop tard. Bon, alors je vais y aller avec ce que j'ai compris. Donc, la question, c'est de savoir un copropriétaire qui dit mon syndicat n'a pas pris les mesures là, pour m'assurer une sécurité, il n'a pas installé de système de caméra et donc moi je souffre, aurait-il un recours? Moi, c'est la question que j'ai compris. Alors, il peut toujours avoir des recours, mais à la base, ce copropriétaire-là, il a acheté dans un immeuble qui n'avait pas de caméra. D'accord? Donc, le droit à la caméra, ça n'existe pas. Ça, c'est comme le droit à la voiture électrique, là, ça n'existe pas. OK? C'est un service qu'on peut rajouter, mais si vous achetez dans un immeuble qui n'a pas ce service-là, vous ne pouvez pas l'exiger. Ce qui ne veut pas dire qu'un copropriétaire ne peut pas être lésé parce que le syndicat ne fait rien pour assurer la sécurité des espaces communs, ne prend pas de mesures, n'a pas de règlement, il n'est pas proactif. C'est deux choses différentes. Mais de dire, vous n'avez pas installé de caméra, donc je suis victime, sa pente va être longue à monter. Mais de dire au syndicat, vous n'avez pris aucune mesure, l'immeuble souffre de vandalisme, de vol, etc., c'est votre obligation de vous assurer de la sécurité de l'immeuble et vous ne faites rien et je suis victime. La réponse est oui, il aura un recours en dommages éventuellement contre son syndicat. Mais particulièrement s'il a monté correctement son dossier, c'est-à-dire le copropriétaire a adressé sa préoccupation au conseil d'administration préalablement en disant « Je considère qu'il y a tous les moyens justifiant l'installation de caméras, numéro 1, numéro 2, numéro 3, les fameux objectifs recherchés et les justifications. » Il l'adresse au conseil d'administration, il demande à ce que ce soit adressé en réunion de conseil d'administration, il obtient le procès-verbal dans lequel on en parle et qu'on rejette du revers de la main, il peut même le faire une deuxième fois. Là, il constitue son dossier pour ensuite justifier que, regardez, j'ai demandé à ce que ce soit fait et le conseil d'administration en a fait fi et comme de fait, l'incident est arrivé, je suis lésé. Alors, la dernière question, donc on revient un petit peu au sujet des fausses caméras. Est-ce que découragez-vous l'utilisation de fausses caméras car elles peuvent donner l'illusion de sécurité? Et donc à ça, je vais la relier avec la prochaine question, aussi sur le sujet, qui demande comment est-ce que les copropriétaires peuvent avoir confiance que la caméra d'une copropriétaire est vraiment fictive? En fait, la question, moi j'ai dit, j'aime beaucoup comme stratégie, là, parce qu'en fait, on établit une stratégie puis on vient éliminer toutes les obligations légales. Maintenant, je n'encourage pas à faire croire aux copropriétaires qu'on a un véritable système de caméra alors qu'on ne l'a pas. Ça, non. Ce système de caméra fictive, c'est bon pour les autres, les tiers à la copropriété, donc ça va peut-être empêcher des tiers de voler des colis, de faire des tags sur les murs, des choses comme ça, mais je n'encourage pas à mentir aux copropriétaires sur l'état de leurs équipements communs. C'est surtout que ça va pas marcher. Pas longtemps, là. Ça va pas marcher longtemps parce que les gens vont commencer à formuler des plaintes, puis il va y avoir aucune suite parce que vous n'aurez pas les enregistrements. Donc, non, c'est pas du tout à envisager. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant par rapport aux tiers à la copropriété. Alors, merci beaucoup d'avoir participé au Speed Condo sur les caméras de sécurité. Ça nous a fait très plaisir à Marie-Cécile et moi d'être avec vous aujourd'hui et les autres Speed Condo qu'on a fait cette année. On est presque au mois de décembre, alors il vient le temps pour nous de vous souhaiter un très beau mois de décembre, un très bel Avent, des très belles fêtes et on aura le grand plaisir de vous retrouver, nous et d'autres membres de notre équipe, en 2022, dès le mois de janvier. Oui, puis je vous invite à suivre évidemment notre site Internet et notre publication là, qui vous est envoyée par courriel. Donc, inscrivez-vous pour avoir toutes les formations qu'on va vous proposer en 2022. Notre infolettre aussi qui vous donne toutes sortes d'informations
notre site qui vous donne évidemment de l'information, des modèles, toutes sortes de choses très pertinentes en copropriété. Bien, nous, on va vous retrouver en forme en 2022 avec toutes sortes de sujets d'actualité, des sujets qui nous font vibrer en copropriété. Toujours. Alors, toujours. À bientôt. À bientôt.